Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous voulons poursuivre cette série de vidéos qui concerne le peuplement préhistorique de l'Afrique. Nous avons vu comment est-ce que les premiers hominidés ont quitté la vallée du Nil et de l'Omo, la Rift Valley, qui correspond au sud de l'Égypte, au Soudan, à la Somalie, au Kenya, à l'Éthiopie, à la Tanzanie, à l'Ouganda, pour s'étendre un peu partout. Et c'est de là qu'ils sont tous partis, ceux qui ont peuplé le Moyen-Orient, l'Asie, l'Europe, et avec les adaptations, les changements de teint, etc. Mais pour ce qui concerne l'Afrique, il faut dire que la phase du paléolithique, comme je l'ai dit, ou phase de la pierre ancienne, certaines populations se sont installées dans les forêts, dans toutes les forêts de l'Afrique, que ce soit en Afrique centrale équatoriale, que ce soit dans les forêts de l'Afrique de l'Ouest. Et il se trouve que certaines, parmi ces populations, ne faisaient pas de clairières, donc ne faisaient pas de villages. C'est elles qui, avec le temps, ont vu leurs ancêtres, leurs descendants, avoir de petites tailles, parce que le rayonnement solaire ne les touchait pas. Or, le rayonnement solaire est important dans la croissance des êtres humains, tout comme des plantes. Et ils ont fini par avoir des petites tailles, c'est ceux-là qu'on appelle les négris ou pygmées. Voilà. Mais il faut dire que dans ces déplacements de population, pour celles qui sont allées notamment vers l'ouest, les pourtours du lac Tchad ont été une zone, je peux dire, de transit pour certaines de ces populations-là. Vous savez que dans le déplacement des hommes, l'eau est importante. On a toujours besoin de l'eau. D'ailleurs, ça concerne toutes les créatures, même les animaux. Et donc, c'est ainsi que certaines populations préhistoriques vont aller dans ce qui va être le Sahara actuel. Voilà. Et on a trouvé des traces de ces populations-là, notamment dans des grottes. Et vous verrez qu'il y a des liens très forts entre, je peux dire, les pièces, les objets, aussi bien de la période paléolithique que de la période néolithique, trouvés dans le désert du Sahara, avec des zones beaucoup plus au sud. Voilà, avec des zones beaucoup plus au sud. Par exemple, il y a des haches en pierre, ou faites avec des l'os, des os d'animaux, qu'on a trouvé aussi bien dans le Sahara que dans des zones plus au sud. Et ces haches en os ou en pierre sont totalement identiques. C'est-à-dire que c'est la même connaissance, c'est la même technologie qui est utilisée. Voilà. La même industrie lithique, c'est-à-dire la même industrie de pierre. Voyez. Et comme je vous l'ai souvent dit, en ce moment-là, le Sahara n'était pas un désert. Le Sahara était une zone de savane arborée. Il y avait des cours d'eau. D'ailleurs, même aujourd'hui, malgré le désert, mais il y a des oasis. Il y a des oasis qui sont un peu les témoins de la végétation et du climat qui a précédé la désertification, qui date à peu près de 200 ans avant Jésus-Christ, et puis 200 ans après Jésus-Christ, vraiment le Sahara est totalement un désert. Mais curieusement, certaines populations à Caen appellent le Sahara Sarem. Srem. Quand ils veulent dire dans le Sahara, ils disent Sremou. Il y a un film Sremou, c'est-à-dire nos ancêtres sont quittés dans le Sere, c'est-à-dire dans le Sahara. C'est une réalité. Certaines populations à Caen, dans leur tradition, s'en souviennent très bien. Vous voyez? Et puis, l'un des aspects de ce peuplement, c'est aussi la connaissance de la métallurgie, du travail du fer. Le travail du fer. Et ce travail du fer-là, sa connaissance est partie d'où? Sa connaissance est partie surtout de la zone de Méroé. Et cette métallurgie du fer-là date du néolithique. C'était très important parce que comment est-ce qu'ils auraient pu
travailler la terre, puisque c'est au néolithique que paraît l'agriculture, à partir de 100 000 ans avant Jésus-Christ. Pardon, 11 000 ans avant Jésus-Christ, excusez-moi pour l'erreur, 11 000 ans avant Jésus-Christ, hein, que l'agriculture commence. Mais il aurait fallu notamment le travail des métaux. C'est ainsi que la découverte du fer et de la métallurgie du fer, à partir de Méroé, a rayonné partout en Afrique. Alors que les Européens ont dû passer d'abord par la phase de la période du bronze. Et ils ont connu la période du bronze avant d'en arriver à la période du fer. Alors qu'en Afrique, on est passé directement de l'âge de la pierre polie à la métallurgie du fer, dans la zone de Méroé, qui correspond, je peux dire, à peu près autour de... C'est une zone qui a rayonné quand même sur un grand espace, autour du Soudan, un peu le nord du Tchad, de l'Éthiopie, cette zone-là de Méroé, de la culture du Méroé, et la connaissance de la métallurgie du fer a rayonné un peu partout en Afrique. C'est d'ailleurs ainsi que en Afrique centrale et équatoriale, la plupart des familles de chefs étaient des gens qui savaient travailler le fer, c'était des forgerons. Si bien que ce sont les forgerons qui ont dominé l'Afrique centrale et équatoriale. Enfin, je veux dire que c'est eux qui ont créé des chefferies. Vous voyez? Parce que le fer, ça a été aussi un élément important dans l'évolution de la connaissance et de la technologie chez les humains, tout comme le feu aussi l'a été anciennement. Et c'est ainsi qu'en Afrique, dès le néolithique, eh bien, la métallurgie du fer apparaît. Et on va voir cela aussi, par exemple, dans des zones plus au sud, comme la zone de Kintampo, qui fait partie du Bron, qui est entre la zone du Bron Afo et puis un peu le Gonja. Voilà. Mais aussi, on va découvrir, je peux dire, un élément qui est très important, qui est très intéressant. Ce sont les statuettes en terre cuite. Excusez-moi, ces statuettes en terre cuite, on les trouve un peu partout aussi, et aussi surtout en zone Akan. Vous avez par exemple des statuettes qui représentent une femme qui porte dans ses bras un bébé, que les Akans appellent Obata. C'est-à-dire la mère qui élève, ou la femme qui élève, en tant qu'élève des enfants. Mais c'est cette même image-là qu'on retrouve avec les Égyptiens, dans l'Égypte antique, qui est l'image de Isis, telle que les Grecs l'appellent, mais en fait, les Égyptiens anciens appelaient Isis en réalité Iset, qui a donné le nom à Setou, etc., comme on voit chez les musulmans et autres. Voilà. Ils pensent que ce nom-là, c'est un nom qui a l'origine islamique. Non. À l'origine, ce n'est pas un nom islamique, c'est un nom qui désigne un esprit de l'Égypte antique. Iset, ou Aset, cette dame qui porte un bébé dans les bras. Et puis, il y a toujours dans cette connaissance des statues, la fabrication des statues en terre cuite qui représentent les ancêtres. Mais tenez-vous bien, on trouve cela dans la région des Bozo actuelle au Mali, autour du lac Debo, et qui date du néolithique. On en a trouvé aussi où? Chez les Sao, autour du lac Tchad, mais aussi chez une fraction des Sao qui vont prendre le nom de Kotoko, au nord, enfin maintenant ils ne sont pas totalement au nord du Nigeria, mais je peux dire c'est dans la zone de transition entre le nord du Nigeria actuel et le centre du Nigeria actuel, le peuple Kotoko. Aussi, ils ont ces statuettes en terre cuite qui représentent les ancêtres. Et on trouve ça où aussi? On trouve ça chez les Akans, chez les Eotilés, chez les Abourés. C'est les Agnis du Sami les Agnis du Sami appellent cela Ma, mais les Eotilés appellent ça Tondondé. C'est assez difficile à prononcer, Tondondé. C'est comme ça que les Eotilés l'appellent. Et on le trouve aussi chez des populations anciennement installées sur le littoral fanti, notamment les Etsi. Et aussi, ils ont ces statuettes en terre cuite qui représentent les ancêtres. Et on en a trouvé aussi en Adansé.
Je vous ai dit que la Dancée, c'est une zone qui est au sud de l'Ashanti actuelle. D'ailleurs, par la suite, la Dancée a été intégrée à la Confédération Ashanti. Donc, vous voyez, il y a comme un continuum culturel, même à ces périodes anciennes. Et ne pensez pas que cette connaissance-là, étant identique, est le fruit du hasard. Non. C'est plutôt une marque de la continuité du peuplement et d'une connaissance de populations identiques à l'ancienne qui ont partagé cette culture, cette connaissance que ces populations avaient. Et tenez-vous bien, les Akans, par exemple, connaissaient très bien les pyramides. La pyramide, ils l'appellent Sumpi. On ne donne pas un nom à un élément culturel qu'on ne connaît pas. Dans ce moment, on emprunte le nom du peuple qui l'a conçu. Les Akans appellent la pyramide Sumpi. Ils connaissent très bien la pyramide. Et c'est représenté dans ce qu'on appelle les poids à camp à peser. Je pourrais dire les paquets à camp à peser l'or. Mais en réalité, quand on dit poids à camp à peser l'or, je crois que ce n'est pas totalement juste. C'est ce que le professeur Nyangoran Bois a montré. En fait, ce sont des poids monnaies. C'est-à-dire, il y a des figurines. Quand on les sort, ça correspond à une quantité de poutres à or déjà précise. Voilà. On appelle ça les poids monnaies. Mais bon, comme le nom poids à camp à peser l'or a été admis, bon, on l'accepte comme ça. Donc, à l'intérieur de ce dja-là, les Baoulés, les Agnis et autres appellent cela dja, mais les Ashantis appellent cela sana. Mais c'est représenté, il y a l'image de la pyramide qui s'appelle Sumpi. Donc, les Akans connaissent très bien les pyramides. Donc, il y a certains de leurs ancêtres qui ont participé à l'érection et à l'évolution de la civilisation pharaonique. Mais on ne peut pas dire qu'il en est de même pour tout le monde. Non, il n'en est pas forcément de même pour tout le monde. Voilà, donc c'est comme ça. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des liens anciens de ces populations-là. Hein. Et je vous ai dit, notamment, les têtes funéraires en terre cuite, mais on en a trouvé justement, comme il dit, autour du lac Debo. Et le lac Debo se trouve où? C'est la zone qui est habitée présentement par les actuels pêcheurs Bozo. Hein? Les actuels pêcheurs Bozo, dans ce qu'on appelle l'ancien Djéné, qu'on appelait Djéné Siré ou Djoboro. Vous voyez? Donc, des populations sont venues un peu partout de ces zones-là. Et dans ces zones-là aussi, on a trouvé de la céramique avec toujours représenté sur cette céramique-là un serpent. Un serpent. Vous voyez? Et ça, c'est le fait de certains clans spécifiques. C'est le fait de certains clans spécifiques. Hein? Vous voyez, c'est le fait de certains clans spécifiques. Et l'un de ces clans, justement, s'est intégré à l'ensemble Akan. L'ensemble Akan, ce sont notamment les Asona. Le clan Asona. Vous voyez. Donc, je voudrais vous remercier. Comme je l'ai dit, je ne voudrais pas que les vidéos soient trop longues. Voilà encore un aspect du peuplement préhistorique de l'Afrique que nous vous présentons, que nous vous dévoilons. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Et donc, nous allons poursuivre pour parler toujours, n'est-ce pas, de l'histoire de l'Afrique et un peu du monde. Parce que je vous l'ai dit, les Européens, c'est vrai, ils ont connu l'âge du fer, mais pour eux, cela a été précédé d'abord par l'âge de bronze. Merci et à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée.